Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, nouveau barrage du collectif de défense mobile. Cette fois, les défenseurs des plus faibles ont bloqué le centre-ville de Sainte-Rose. Ils contestent la volonté de l'agence des 50 pas géométriques de vendre aux résidents des terrains qui auraient déjà été acquis. En Martinique, un jeune de 19 ans a été blessé à coups de tesson de bouteille. La scène d'une violence inouïe s'est produite au petit matin dans le quartier de Sainte-Thérèse. L'agresseur est toujours en fuite. Le début de cette année 2017 reste marqué par les agressions dans nos régions. Et pour canaliser cette violence, la mairie de Cayenne en Guyane va instaurer un couvre-feu pour les mineurs. Un dispositif exceptionnel pour cette période de carnaval. Il concernera uniquement les quartiers situés en zone de sécurité prioritaire. La vague de froid qui s'est abattue sur l'Europe a fait de nombreuses victimes, 60 au total. Certains ont préféré fuir pour goûter au doux soleil de notre archipel, leur témoignage sur le foie et leur bonheur de retrouver un peu de chaleur. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Vivre sur le littoral peut coûter cher. À Sainte-Rose, plus d'une dizaine de familles ont été sommées par l'agence des 50 pas géométriques d'acheter les terrains sur lesquels elles sont installées. Celles-ci contestent et affirment avoir acheté leur titre de propriété à la mairie de Sainte-Rose. Le collectif de défense mobile s'est alors emparé du dossier. Il a érigé ce matin un barrage dans le bourg de la ville de Sainte-Rose. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter, Patrick Curie. Il était impossible de circuler à Sainte-Rose ce matin. Dès 5 heures, le collectif des Sans-Voix avait érigé un barrage dans le bourg. En soutien aux habitants de la cité Charles-Gabriel, des résidents en colère contre l'agence des 50 pas géométriques. Elle exige la régularisation de ses occupants. Ils doivent verser entre 40 et 45 euros le mètre carré, ce qui reviendra à payer 2 fois le prix de leur logement. Une aberration pour ce collectif de défense mobile des Sans-Voix. Ils ont payé à dans premier temps à la SATEC qui a liquidé. Son société qui était venue faire l'argent et qui était venue faire effectivement qui était venue faire l'argent en Guadeloupe. Et à dans deuxième temps, ils ont payé la commune Sainte-Rose en fait compte un certain nombre d'hectares terrain et alors que Jodla il a dit comme ça qu'il faut y acheter une troisième fois. Non, soyons sérieux. Jodla nous paye accepter ça là, nous paye prendre ça là, nous paye négocier dans n'importe qui genre et que Jodla nous détermine jusqu'au bout. C'est plus d'une centaine de riverains qui se retrouvent dans cette situation épineuse. Ils ne comprennent pas. Ils sont surpris. La plupart paient des impôts fonciers et la taxe d'habitation. Ils ont envoyé taxe foncière tout le temps pour moi payer. J'ai payé mes derniers coups là, moi payé quand même, mais moi aller aux impôts. Madame là, regardez, un qui dit moi pas, mais je foutais moi dans mon bureau. Il y a qui levé, il y a qui ouvert portail, moi parti. Après tout papier, moi fait photocopier tout 10 papiers. Et envoyé par lettre recommandée à récusation de réception pour eux. Après ça, encore recevoir en lettre à les impôts. Ils ont dit moi aller faire titre de propriété moi à 6 papiers là Charles Gabriel ben moi là. Alors moi aller côté mettre mon talbot fait mais ça je peux pas faire ça c'est 4 géométriques ou de et juste après c'est 4 géométriques j'ai jamais dit moi. Le collectif de défense mobile des Sans-Voix a levé le barrage en milieu de matinée. Une rencontre était prévue entre l'agence des 50 pas géométriques, le maire de Sainte-Rose et les concernés à 15h30 pour clarifier la situation. Une réunion qui n'a finalement pas eu lieu cet après-midi, les membres du collectif étant trop nombreux pour être reçus à la table des négociations. Il faut donc s'attendre à d'autres perturbations demain dans la ville de Sainte-Rose. Et parlons maintenant de cette scène d'une violence inouïe qui s'est produite dans le quartier de Sainte-Thérèse à Fort-de-France en Martinique. Aujourd'hui, un jeune homme de 19 ans a été blessé à coups de tesson de bouteille dans un abribus lors d'une bagarre avec un autre jeune homme. Grièvement blessé, il a été transporté au CHU de la Ménard et opéré en urgence.
L'auteur des faits, lui, a pris la fuite et est toujours recherché. Alwyn Courcy, Michelet François nous en disent plus. Il est 6h30 quand 2 jeunes d'une vingtaine d'années élèvent la voix, d'abord des mots, puis des premiers gestes de violence. Le premier individu, armé d'un tesson de bouteille, porte un coup violent au bras de sa victime. Le gars a cassé un vélo à tir, et puis il a crevé le gars comme ça. Il a crevé le gars, et puis il est venu s'allonger à tir, et puis un lycéen est venu faire un bandage, comme ça. Il a sauvé le gars qui était à tir. Le jeune homme baigne dans son sang quand les secours arrivent rapidement. Grièvement blessé au bras, il est conduit à l'hôpital après ce qui semble être un règlement de compte. Comme il a vu la première fois, il avait battu. Le gars qui était à tir, il avait battu. Après ça, lui, il est venu prendre sa revanche. Et puis il a blessé. L'agresseur a ensuite pris la fuite. Et puis on a vu le gars courir comme ça. Il a regardé la police. Puis il a vu la police, il a couru monter en haut. Une enquête de police a été ouverte, plusieurs personnes ont été entendues. La victime, connue sous le nom de Jujun, se rendait au travail au moment de l'agression. Il venait d'obtenir récemment un diplôme. Son pronostic vital ne serait pas engagé. Et pour prévenir tout risque de débordement, notamment en cette période festive de carnaval, la ville de Cayenne en Guyane a mis en place un couvre-feu pour les mineurs. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. La dernière réunion avant l'adoption du couvre-feu fait grand débat, car qui dit couvre-feu dit également restriction d'une liberté publique, celle de la libre circulation des personnes. Le maire de Cayenne est catégorique. En ce qui concerne les mineurs, cette liberté doit s'exercer sous la surveillance des parents. Un mineur doit être accompagné. À partir du moment où il est accompagné d'un majeur, il n'y a pas de restriction de liberté puisque personne ne l'arrêtera, la police n'interviendra pas. Que mes services avaient proposé 21 heures. Ensuite, s'est posé la question des jeunes qui s'adonnent à des activités sportives. Souvent, par exemple, les dojos ferment à 21 heures et on risque de trouver ces jeunes-là dans la rue qui rentrent tranquillement chez eux. Donc, c'est pareil, c'est la police nationale qui a suggéré 22 heures. Donc c'est un travail collectif que nous avons voulu mener pour pouvoir sortir un arrêté couvre-feu valable, valide et légitime. Le couvre-feu s'étendra du 15 janvier au 2 mars dans le centre-ville et les quartiers alentours. Dans les grandes lignes, l'arrêté interdit aux mineurs âgés de 16 ans ou moins de circuler ou de stationner sur la voie publique entre 22h et 5h30 du matin sans être accompagnés d'un parent ou d'un titulaire de l'autorité parentale. Selon le procureur de la République, cet arrêté vise non seulement à réduire la délinquance, mais aussi à instaurer un dialogue entre les forces de l'ordre et les parents. Tous les outils sont bons à prendre pour lutter et mieux lutter contre la délinquance, et notamment la délinquance des mineurs, qui est un fléau en Guyane. Des gamins de moins de 16 ans n'ont rien à faire dans la rue entre 22h et 5h30 du matin. Enfin, tous les parents responsables le savent. Et donc ceux qui ne le savent pas, il faut qu'ils en discutent et il faut qu'on leur apprenne que leurs gamins n'ont rien à faire dans la rue. Ce que vont faire donc les policiers municipaux quand ils seront confrontés concrètement donc à la situation, c'est de demander aux gamins mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis donc de le raccompagner à son domicile qui en principe ne devrait pas être trop loin, et puis surtout d'engager une discussion avec les parents, et puis le cas échéant de faire venir les services sociaux en disant donc là on a affaire à une famille qui est dépassée et qu'il faut aider. Mais c'est aussi donc l'occasion donc de susciter une vraie discussion dans la société guyanaise pour qu'on parle éducation, pour qu'on parle respect, pour qu'on parle non-violence. Aujourd'hui, les derniers amendements ont été apportés au projet d'arrêté. Ils devraient être signés par le maire de Cayenne avant le 15 janvier, date prévue du début du couvre-feu. Et en Guadeloupe, la secrétaire d'État à la ville, Hélène Geoffroy, a achevé sa tournée aujourd'hui. Voyons le résumé de son déplacement de 48 heures avec Isabelle Hameau. Hélène Geoffroy aura fait le tour de certaines villes dans le cadre de la résorption de l'habitat insalubre menée depuis plusieurs années. Lors de sa visite au Moule, ce sont les projets concernant la partie du bourg entre la mairie et l'ancien port qui ont été mis en avant. La municipalité a profité de la présence de la ministre pour inaugurer l'école élémentaire Aristide Girard, une école qui avait été entièrement démolie par le cyclone Hugo en 1989. L'occasion de rappeler que l'État était prêt à soutenir les actions de la ville en faveur de la jeunesse et du développement. Un développement que la ministre a constaté à Morne-à-l'Eau dans la foulée. Cette commune en pleine transition numérique a inauguré son espace Wi-Fi libre sur la place de la mairie.
Par ailleurs, Hélène Geoffroy en a profité pour rencontrer les habitants de Sainte-Rose. Elle a donc découvert le projet Parole de Boucanier, destiné à sortir les habitants des quartiers de La Boucan, Conodore et Cadette de la misère sociale, éducative et culturelle, avant de visiter l'école maternelle de Cadette, où des besoins de travaux de confortement parasismique ont été présentés dans cette école non conforme aux règles. La ministre rappelle alors l'importance de l'état du bâti dans les écoles de l'archipel et s'est dite prête à appuyer tous ces projets. Autant de rencontres effectuées aussi du côté de Basse-Terre où Hélène Geoffroy a échangé avec les associations impliquées dans la politique de la ville sur les questions de rénovation urbaine et d'éducation. Un déplacement en Guadeloupe jugé nécessaire par la ministre qui a constaté les besoins des communes visitées, un même état des lieux qui sera établi par la suite en Martinique. 82 000 m² sur un terrain de 19 hectares. Voici les dimensions du nouveau centre hospitalier universitaire qui sera situé à Perrin-Abim. Le colossal édifice qui emploiera plus de 3 000 personnes va nécessiter plus de 5 millions d'heures de travail pour achever sa réalisation. Pour mener à bien les travaux, l'État, unique financeur du projet, a signé aujourd'hui une convention pour un chantier exemplaire avec les prestataires concernés. De quoi s'agit-il? Jacques Billan, préfet de la Guadeloupe, l'a expliqué en personne à Isabelle Amou. On l'écoute. C'est un chantier très important dans lequel nous sommes, je dirais, déjà engagés, puisque les terrassements ont démarré. La construction, je dirais, va démarrer à la fin 2017, la construction du bâtiment proprement dit, mais nous savons aussi, je dirais, qu'autour du bâtiment, il va y avoir des chantiers de raccordement des réseaux, je dirais, de mise en service des dessertes. Voilà. Et donc nous nous sommes, je dirais, engagés avec le CHU, qui est maître d'ouvrage, le syndicat des transporteurs de marchandises, l'entreprise attributeur du marché dans le cadre de cette convention. C'est donc l'engagement à respecter je dirais, les règles techniques, mais aussi je dirais, le respect des règles sociales qui entourent le transport de marchandises. Et l'État qui est chargé du contrôle, je dirais, va bien sûr assumer toutes ses responsabilités en la matière. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Rencontre avec ces vacanciers qui fuient la vague de froid qui frappe l'Europe en ce moment. Et puis n'oubliez pas vos répulsifs si vous devez vous rendre en Guyane. Le moustique Aedes stenorhynchus est de retour. Mais avant, un mot sur la soirée d'adieu de Barack Obama. Le président des États-Unis a prononcé son tout dernier discours hier à Chicago. Il a dressé un bilan plutôt positif de son mandat. Il en a également profité pour rendre un hommage à sa femme sur les ovations du public conquis. Et vous, que retenez-vous du premier président noir des États-Unis? Est-il rangé dans la lignée des plus grands présidents? Karen Diamin vous a posé la question. On vous écoute. Pour moi, oui, c'est un bon président. Qu'est-ce qui vous a marqué dans sa mandature? Eh bien, ce qu'il a fait pour les Américains là-bas, surtout au niveau de la sécurité sociale. Avec les chômages qu'il y avait là-bas, ça a diminué un peu. Okay. Enfin, je souhaite pour nous aussi en Guadeloupe, ça va arriver bientôt. Ah oui, pour moi, oui. Même si je ne suis pas un Américain, mais oui. Je pense qu'il a été un très bon président parce qu'il avait des projets. Ces projets, il les mettait en avant. Et ce n'est pas une personne qui prenait du temps à les mettre en place. Dès qu'il disait au jour le jour, il prenait des dispositions. Oui, parce que je trouve qu'il est très familial. C'est un président ouvert d'esprit. Et puis, il a fait beaucoup d'actions, je pense. Il a mis en place ce qu'on appelle l'Obamacare, ce qui représente quand même la sécurité sociale aux États-Unis. Donc c'est l'équivalent de tout ce qui est les soins de santé en France. Il a fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui vous ont marqué dans sa mandature? Oui, je pense qu'il était toujours simple, pas comme les autres présidents. Il n'était pas trop derrière l'argent. Il est simple, il aime son peuple, quoi. Moi, je juge qu'il a été un très très bon président, mais surtout dans tout ce qui était dans sa simplicité. Pas de problème, je veux dire, a priori, c'est surtout ça, la simplicité. Le côté social qu'il a essayé de reprendre et faire sur les États-Unis. Et puis, il donne l'exemple et la voix à certains Noirs que les Noirs peuvent avancer, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Ça a surtout été aussi le premier homme noir à la Maison-Blanche.
Et c'est surtout sa femme aussi, qui a été la première femme aussi noire dans la maison de aussi, quoi. Il a fait pas mal de choses et moi je l'ai beaucoup apprécié. Mais il y a des trucs qu'il n'a pas eu le temps de faire, mais c'est dommage, mais que voulez-vous? Mais moi j'ai apprécié, je l'aime beaucoup. Oui, c'est un bon président. C'est comme dire que c'est le Congrès qui l'a bloqué. Hein. C'est pour ça seulement que bon, tous ces projets ne sont pas arrivés au but. Il est un exemple à suivre, même si ça n'a pas été évident pour lui, mais il reste quand même un bon président. Et revenons maintenant aux questions qui concernent de près notre archipel. Ce soir, nous terminons notre série d'entretiens consacrée à l'élection du futur président du comité régional de cyclisme de la Guadeloupe. Place au troisième et dernier candidat, Clotaire Bouécasse, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, vous êtes candidat à cette élection de président du comité régional de cyclisme de la Guadeloupe. Vous êtes actuellement le premier vice-président du comité, donc le numéro 2 du comité, auprès de Philibert Moueza. Expliquez-nous les raisons qui vous ont poussé à vous présenter. Est-ce que vous souhaitez être calife à la place du calife ? Non, mais c'est-à-dire que j'ai pu constater, j'ai vécu pendant 4 ans une gouvernance qui n'est pas la bonne. Quand quelqu'un dit, bon voilà, je gère le comité régional qui est une association comme je gère mon entreprise. Quand on regarde sur sa liste, la nouvelle liste qu'il a eue, il n'y a que 4 personnes sur 20 qui sont restées avec lui. Et les 4 personnes se trouvent à l'arrière de la liste, par exemple le secrétaire général en dernier sur la liste. Précisez un petit peu votre pensée, parce que quelqu'un qui me dit je veux gérer cette association comme mon entreprise, ça veut dire que je veux la faire fonctionner, qu'elle soit rentable. Donc c'est plutôt positif. Donc précisez votre pensée. Non, non, c'est du tout pas, parce qu'une association, loi 1901, se gère avec la consultation de tous, puisque ce sont les bénévoles qui font fonctionner l'association. Mais quand, par exemple, c'est une entreprise, c'est l'homme, son argent, voilà, je gère, je guide, je décide, et puis voilà. Et je paye les gens et on avance. Alors donc, quand on est dans ce genre de cette colonne, eh bien, rien n'avance. Et c'est pour cette raison que les 20 personnes qui étaient présentes, aujourd'hui, il n'y a que 4 qui restent. Certaines choses ont quand même fonctionné sous la présidence, en tout cas, j'ai envie de dire, de M. Moueza. C'est juste le déficit budgétaire qui a été considérablement réduit, de 500 000 à 130 000. Qu'est-ce qui vous a dérangé autrement? Oui, mais il faut dire que, par exemple, moi, personnellement, je suis resté jusqu'au bout. J'ai travaillé, nous sommes restés à 4. Jusqu'au bout, mais nous avons travaillé pour cela. Alors donc, c'est un déficit sur 4 ans, 4 fois le tour de la Guadeloupe, 4 fois les compétitions au Conseil général, le Nord-Basse-Terre. On a fait rentrer de l'argent pour pouvoir résoudre ce déficit. Mais malgré tout, il n'y a pas eu de sortie. Les coureurs n'ont été nulle part. Quand, par exemple, vous me dites que les coureurs sont partis en Guyane, en Martinique, il y a eu de l'accompagnement financier pour cela, mais qui ne revient pas du comité régional. Clotaire Bouécasse, qu'est-ce que vous proposez pour faire avancer le cyclisme guadeloupéen? Eh bien, j'ai fait un bilan du comité régional. Et à ce petit bilan, j'ai pu constater déjà, en premier lieu, il faut rassembler, parce qu'il a créé une division dans le monde du cyclisme, il a fait partir tous les spectateurs qui étaient avec nous, créer de l'ambiance, c'est-à-dire que développer, c'est-à-dire et faire coïncider tous les gens autour du cyclisme de manière pour pouvoir construire. Construire, nous avons proposé en 5 axes. Le premier axe, c'est restructurer le comité, former, développer, communiquer et prévenir. Former la jeunesse. Former la jeunesse. Prévenir peut-être. Quelle est votre réponse concernant le dopage? Vos autres rivaux sont venus sur le plateau. Ils ont tous l'air, en tout cas, très soucieux de régler ce problème sans proposer de mesures concrètes. Est-ce que vous serez beaucoup plus pragmatique? Oui, j'en ai. C'est avoir, c'est-à-dire avoir des médecins, une association de médecins qui fonctionne au sein du comité régional pour suivre l'évolution, consulter surtout les jeunes. Et puis, non seulement cela, nous avons un site. Alors, créer une rubrique au niveau de ce site, de manière que les jeunes, ils vont regarder le site, puisqu'il y aura les images de leur course qui sera dedans. Et puis, entre-temps, il y a un tableau pour pouvoir
expliquer tous les médicaments interdits de manière pour, et aussi bien dans les locales des clubs, il y aura ce tableau-là, eh bien, il y a pas, et aussi chaque semaine, à chaque réunion, il y aura quelqu'un qui passera dans les clubs de manière pour pouvoir rééduquer, répéter la même chose et revoir. Clotaire Bouykas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous partons pour la Guyane, où le moustique Aedes steinorhynchus a fait son grand retour. Moins dangereux que ses autres cousins moustiques, il est surtout redouté pour ses piqûres très, très douloureuses. On regarde le reportage d'Ayodele Germain. L'Aedes steinorhynchus, inconnu au bataillon? Non. Tout juste éclipsé l'an dernier par le moustique vecteur du Zika. Comme chaque année, l'Aedes steinorhynchus sévit sur le littoral guyanais. Son émergence est fortement liée aux conditions météorologiques. Avec les fortes marées de ces derniers temps, plus le retour des pluies, cela favorise donc une émergence massive de ce moustique. Alors c'est un moustique qui attaque en volée, donc soit à la tombée de la nuit, soit au petit matin. Il vient donc de ces zones marécageuses ou en bordure de plage, donc il ne se reproduit pas à proximité des domiciles, mais tout naturellement au moment de la volée, au petit matin ou à la tombée de la nuit. Donc il vient pour avoir des repas sanguins au niveau des populations. Donc ces piqûres sont extrêmement douloureuses et peuvent même être urticantes pour des personnes particulièrement sensibles. L'Aedes steinorhynchus pique mais ne transmet aucune maladie. Depuis le 26 décembre dernier, l'opération de démoustication a repris pour agir sur les moustiques adultes. Les gîtes larvaires de ce moustique sont le plus souvent situés dans les mangroves et donc inaccessibles aux bégouneuses. D'où la nécessité d'une protection individuelle en complément de l'action de démoustication. Nous agissons sur les moustiques sous leur forme adulte via les rotations de la bégonneuse qui sont faites de façon ciblée et qui seront ponctuelles dans le temps. Mais déjà, en fermant les portes et les fenêtres des maisons avant la volée, ça peut aider à se soustraire aux piqûres de moustiques. Il peut aussi être envisagé d'orner son jardin, sa cour, sa terrasse ou son balcon de plantes à vocation répulsive vis-à-vis des moustiques. De la citronnelle, du thym, de la mélisse, de la verveine et du géranium aussi. Et tout type d'aliacées qui peuvent repousser les moustiques de façon efficace des domiciles, notamment pour les domiciles qui se trouvent à proximité des marécages ou de la plage. Mais aussi équiper les maisons de moustiquaires et porter des vêtements amples et clairs de sorte à se protéger des piqûres de moustiques. Et certains préféreraient peut-être même les affronter plutôt que de supporter le froid. Les températures sibériennes qui ont frappé l'Europe ces dernières semaines ont déjà fait 60 morts. Pour échapper à cette situation, certains ont préféré fuir et venir chez nous pour goûter au doux soleil de notre archipel. Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie ont rencontré quelques-uns. On regarde. En ce moment, il ne fait pas bon vivre en Europe. Les températures négatives allant jusqu'à -32 en Roumanie et pour les plus chanceux, -20 en Pologne ou -10 dans l'Hexagone, poussent certains à venir se réchauffer dans les Antilles et singulièrement en Guadeloupe. Ces nouveaux ambassadeurs dégelés par notre soleil, une aubaine pour la promotion de notre destination. Difficile, le froid plus la pollution. C'était du jamais vu en région parisienne depuis 30 ans où j'y habite. Et donc on a décidé un peu au dernier moment de prendre 8 jours au soleil. En métropole. Et il fait dans les peut-être -3, quelque chose comme ça, quand on est parti samedi dernier. La situation est fraîche, donc on est venu se réfugier chez vous. On est venu se réfugier en Guadeloupe pour le soleil, pour les beaux paysages. Voilà. Même si beaucoup sont conscients que ces températures sont de saison et l'acceptent, profiter de notre climat agréable, c'est inestimable. Bon, la vague de froid, nous on est sur le bord du golfe du Morbihan. Et la vague de froid, il ne fait pas très froid, il fait -4, -5. Non, pour vous, ce n'est pas exceptionnel? C'est pas exceptionnel, et puis c'est pas souvent. Et ce matin, il faisait 12 degrés. Donc, vous voyez, 12 degrés pour nous, c'est supportable. Pour l'instant, il fait environ entre 0 et -10 degrés. Et il y a de la neige, donc environ 20 ou 30 cm de neige. Avant, il y avait beaucoup plus de neige, mais il y en a de moins en moins, mais c'est normal. C'est la période de neige maintenant. Et donc c'est pour ça qu'on est ici, pour profiter du soleil. Dans tous les cas, tout le monde y trouve son compte. Et vu les prévisions en termes de vagues de froid, ce n'est pas près de s'arrêter. Soyez quand même prudents si vous devez vous rendre en mer. La préfecture a mis la vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte
demain, pour la journée de demain. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'Hypercasino des Marais à Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe dans un instant Eddy Planté pour Questions Directes. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.